Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons la militante Mapuche d'Argentine, Moira Ivana Milam. Bonjour, chère Moira. Bonjour. Moira, vous êtes née en 1970 en Patagonie, Argentine, et vous êtes membre du peuple Mapuche, premier peuple de cette terre. Vous êtes écrivaine, réalisatrice, vous êtes non pas féministe mais anti-patriarcale. Vous luttez activement pour la récupération des terres appartenant aux peuples autochtones. Cofondatrice du mouvement des femmes indigènes et des diversités pour le bien vivre, vous militez pour un modèle de société alternatif basé sur la reconnaissance de l'égalité entre tous les êtres vivants. Vous êtes en France pour la sortie de votre livre Terricide aux éditions des Femmes, livre que je recommande à tous nos auditeurs et auditrices. Alors, chère Moira, je vous laisse vous présenter vous-même et présenter votre action très concrètement dans le contexte géographique et politique de votre pays et de votre terre. Donc, je suis une femme qui vient de Polhuel Mapu, qui est le territoire du peuple mapuche, mais qui aujourd'hui est la Patagonie, considérée comme la Patagonie sous gouvernance argentine. Je suis Weichafe, ce qui veut dire gardienne et défenseuse de la vie, du territoire, de mon peuple mapuche. Je travaille et je lutte par ailleurs pour la défense du territoire et de la nature, et je travaille pour les droits des femmes autochtones. C'est une lutte qui est une lutte anticoloniale, antipatriarcale, anticapitaliste, et qui lutte pour le respect et l'amour entre les peuples et avec la terre. Ce que l'on comprend vu d'ici, c'est que le gouvernement persécute le peuple mapuche et les peuples autochtones. Alors, le gouvernement de Milei a augmenté de manière significative la répression contre les peuples autochtones et contre leur territoire. Il a instauré une dictature qu'on appelle une dictature raciste. Je dois dire que malheureusement les gouvernements précédents avaient aussi une politique raciste de répression contre les peuples autochtones. Mais aujourd'hui, Javier Milei a véritablement érigé la haine en politique d'État. Et donc, toute sa politique vise à affaiblir les droits des femmes, à affaiblir évidemment les droits des peuples autochtones. Cet affaiblissement se caractérise par une diminution drastique de financement aux institutions publiques qui garantissent les droits des personnes à la santé, à l'éducation, etc. Et donc, ce gouvernement qui est véritablement ténébreux instaure la peur et la précarité en affaiblissant les peuples autochtones. Et cet affaiblissement des institutions se caractérise aussi par une baisse du financement, sachant que l'argent qui devrait être investi dans les politiques publiques est investi dans l'industrie de l'armement. Le gouvernement de Javier Milei achète des armes à Israël et donc à une politique belliqueuse et d'interruption des droits humains fondamentaux. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez menacée. Donc toute ma communauté, Love Mapuche et moi personnellement, nous sommes persécutés. Pour ma part, j'ai été mise en cause dans plusieurs affaires judiciaires. Je suis menacée de mort et ma communauté également est menacée de mort. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle forme de terrorisme d'État
qui s'appuie sur une persécution avec le sicariato, qui sont des tueurs à gages. Et c'est la première fois que le gouvernement instaure un terrorisme d'État en s'appuyant sur ces milices et sur ces tueurs à gages. Et nous, aujourd'hui, nous sommes démunis face à ce nouveau phénomène et nous ne savons pas comment nous défendre. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces persécutions au quotidien de votre peuple ? Un exemple concret est la surveillance par des drones. Nous sommes surveillés par des drones. Il y a aussi des camions qui rôdent sur notre territoire, des camions avec des verres fumés, donc on ne peut pas voir qui est à l'intérieur, et sans plaque d'immatriculation, qui restent au bord du lac où nous vivons. Un exemple concret que je peux donner aussi, c'est l'assassinat d'une chienne, d'une femme de ma communauté, Victoria Núñez Fernández. Une chienne, donc. Une chienne. Sa petite chienne a été assassinée à coups de couteau. Je reçois aussi des menaces de mort constantes sur les réseaux sociaux et je fais face aujourd'hui par ailleurs à une bataille judiciaire. Il faut savoir que le gouverneur de la province de Chubut a dit lors d'une conférence de presse qu'il allait me mettre en prison et que j'allais pourrir en prison. Vous dites que vous êtes non pas féministe mais antipatriarcale. Pourquoi ? Est-ce que ça va avec votre engagement pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones ? Ser antipatriarcal. Alors, quand je dis antipatriarcal, je veux dire anticolonial. Le patriarcat est pour moi un symptôme de plus de cette maladie qu'est le colonialisme. Il faut savoir que le pueblo mapuche, notre peuple, depuis des milliers d'années, a maintenu une relation horizontale entre les sexes qu'on appelle weye, qui est une pratique ancestrale qui a été balayée par l'entreprise coloniale, qui ensuite a été substituée par le patriarcat. Il faut savoir que pour nous, le féminisme n'est pas toujours anticolonial. Le féminisme veut faire tomber le patriarcat, mais pour nous, le patriarcat ne tombera pas tant qu'on ne fait pas tomber le système colonial. Ce qu'on souhaite faire, c'est changer la matrice civilisatrice. Je voudrais ajouter que nous exigeons la libération et l'absolution de Victoria Núñez Fernández, qui est une camarade qui vient d'être libérée après avoir été emprisonnée pendant 2 mois, mais elle a encore des accusations qui vont peut-être faire l'objet d'un nouvel emprisonnement. Elle est aujourd'hui criminalisée pour être non-binaire, mais aussi pour être solidaire du peuple mapuche et de la nature. Merci. On va passer à la deuxième partie de cet entretien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, de votre adolescence ? Alors, je viens d'une famille nombreuse, 6 frères et sœurs. Ma mère et mon père sont mapuches, sans territoire. Ils ont perdu leur territoire à la suite de dépossessions successives. Mon père travaillait dans les chemins de fer. Et j'ai un frère jumeau. Mais j'ai aussi 2 sœurs jumelles, par ailleurs. Les 2 sœurs sont jumelles, elles, mais pas avec... Non, oui. Pas avec vous, Moira. Voilà. D'accord. J'ai grandi dans une grande pauvreté et bien souvent, on avait faim. Quand j'avais 5 ans, je me réveillais au milieu de la nuit en pleurant parce que j'avais des douleurs dans les jambes, dans le corps. Et ma mère m'a emmenée consulter un médecin qui a expliqué que c'était de la dénutrition. Et donc, ensuite, on m'a conduit dans une cantine populaire où on m'a donné à manger. Mais c'est pas la seule chose qu'on m'a donnée. On m'a aussi donné des livres. Et donc, j'ai appris à lire très tôt, quand j'avais 5 ans. Et je dois dire que la littérature est ma grande passion. Et je peux dire que les livres m'ont sauvée. Donc, dans ma vie...
On a beaucoup souffert de difficultés financières. Quand j'étais petite, j'ai dû travailler très tôt en faisant du ménage dans des maisons. Et j'ai grandi dans une famille évangéliste. Quand j'avais 15 ans, je suis partie au Brésil pour me former dans le cadre de ce milieu évangéliste. Et c'est là que j'ai rencontré la jeunesse de Lula et que j'ai arrêté d'être évangéliste. J'ai vécu des situations très difficiles et j'ai dû apprendre à changer mes conditions de vie en tissant collectivement des réseaux d'entraide. J'ai par ailleurs traversé de mauvaises expériences avec les hommes. J'ai été mariée très jeune, à 18 ans, avec un homme avec qui j'ai eu 2 enfants, qui était violent et qui me frappait. Donc j'ai été victime de violences conjugales avec cet homme. Et ensuite, j'ai vécu pendant 7 ans avec un autre homme, de la part de qui j'ai souffert d'autres types de violences. S'il était très patriarcal, très mesquin, et il exerçait sur moi toute une série de micro-violences. Du contrôle, etc., j'imagine. Non, je parle surtout d'une mauvaise humeur permanente. Il se plaignait constamment, il exerçait aussi une violence économique, des exigences permanentes également, et puis une charge mentale énorme parce que je m'occupais de tout. Et donc je vis seule depuis que j'ai 37 ans. Je dois dire que je dois encore guérir ma relation aux hommes parce que j'ai vécu des expériences terribles, notamment le fait d'avoir été violée à l'âge de 18 ans de manière extrêmement cruelle, ce qui m'a emmenée à finir à l'hôpital et devoir lutter pour ma vie. Un autre type de micro-violence, par exemple, c'est le fait d'être sous-estimé, rabaissé et dégradé en permanence. Si par exemple je disais que je voulais écrire, il répondait qui va te lire, ou si par exemple je m'apprêtais un peu plus que d'habitude, il me disait pour qui est-ce que tu t'apprêtes, pour les vaches, parce qu'on habitait à la campagne. Et puis aussi le fait de materner les hommes, d'être dans cette position de devoir materner un homme. Je suis complètement contre le fait de materner un homme dans une relation de couple. Quel que soit le coin de la planète, il y a vraiment beaucoup ce reproche, ce regret des femmes que j'interviewe sur le fait qu'elles sont quand même souvent dans une situation de maternage de leur conjoint, ce qui est hallucinant. Vous nous avez parlé de la lecture qui vous a sauvé, donc vous êtes une grande lectrice. Est-ce que vous avez d'autres hobbies, d'autres passions ? Alors comme je lisais depuis que j'étais enfant, j'ai ressenti très tôt la nécessité d'écrire. D'ailleurs, j'écrivais avec tout ce qui me tombait sous la main, une serviette, un bout de papier, tout ce que je trouvais. Et les mots se bousculent, ils sont là très présents. Et donc, j'ai besoin de les faire sortir. Au début, je le faisais comme une catharsis. J'écrivais beaucoup. Et d'ailleurs, la police qui a fait une perquisition chez moi a pris mes cahiers où je prends des notes en fait constamment depuis des années. Donc la police a pris mes cahiers. Mais pour moi, c'est une nécessité d'écrire ce que je ressens, d'écrire mon désir. Et c'est ma voix. Et c'est ce qui me sauve chaque jour. Alors j'avais aussi la nécessité d'écrire parce que j'avais la nécessité de lire un autre type de littérature. C'est venu aussi quand je traversais un cancer de l'estomac, cette urgence, parce que j'ai écrit un roman, El tren del olvido, qui je crois sera traduit et publié en France, Le train de l'oubli, parce que je voulais raconter l'histoire depuis la perspective d'un regard mapuche, hors de tout révisionnisme. Je voulais raconter l'histoire du peuple mapuche depuis une voix mapuche. En Argentine, la littérature est très centrée sur Buenos Aires, sur la ville, très urbaine. Et il y a un véritable vide dans la littérature argentine
d'une littérature mapuche ou qui rende compte de l'expérience mapuche. Et de la proximité avec la terre aussi, non? Exact. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes invités d'Amérique latine, Amérique du Sud mais Amérique latine, c'est cette communion et cette osmose avec la terre, avec la nature. Je dirais plutôt Indo-Amérique. D'ailleurs, j'étais avec des sœurs Apaches, par exemple, aux États-Unis, et j'ai senti ce même lien tellurique. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre frère jumeau. Est-ce que vous êtes proche aussi dans votre combat avec votre frère jumeau? Alors avec mon frère jumeau, on a eu des moments de grande unité, mais aussi des moments de distance à cause du patriarcat. C'est un homme. Mais on s'aime énormément et il transite aussi avec beaucoup de cohérence dans la lutte pour les droits du peuple mapuche. On a aujourd'hui une bonne relation, mais c'est une relation qui est aussi passée par une étape de guérison. Je répète que ma relation avec les hommes n'a pas été facile. J'ai toujours été rebelle et insoumise. J'avais un père extrêmement machiste et à la fois mon père et mes frères ont dû aussi changer pour que je puisse établir avec eux un lien d'amour. Quand on est près de vous, on sent que vous êtes rebelle et déterminée et que vous êtes une femme puissante. Nous allons passer au petit questionnaire, donc questions courtes et réponses courtes. Quel est le principal trait de votre caractère? Fermeté. La fermeté. La qualité que vous préférez chez un homme et la qualité que vous préférez chez une femme? Chez un homme, l'empathie et chez une femme, le courage. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos proches ou chez vos amis? Tous mes amis, femmes et hommes, je les choisis et j'en ai eu beaucoup, fort heureusement. Je les choisis principalement pour leur sensibilité et leur solidarité pragmatique. Votre principal défaut et votre principale qualité? Ma principale faiblesse, ce sont mes enfants. Parce que à la fois ils sont ma force et ma faiblesse, parce qu'ils peuvent être utilisés aussi contre moi, et c'est là où le bas blesse. Vous en avez combien? 3 filles et un garçon. Quel âge ont-ils? Ils sont déjà grands et je suis grand-mère. J'ai 3 petites filles. Ah, génial. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Alors je ne crois pas au concept de bonheur, je pense que c'est un concept inventé. En revanche, je crois aux joies, au pluriel, à la sensation de paix et d'harmonie, mais le bonheur qu'on nous présente comme idéal et qu'on veut nous vendre, je n'y crois pas. Quel serait votre plus grand malheur? Alors je dirais que c'est la perte de l'identité, et là je vais entrer dans une cosmogonie qui nous est propre. Nous, avec le peuple mapuche, on fait des rituels où on entre en communication avec la nature. Et je crois que mon plus grand malheur serait d'être méprisée par les forces de la nature et de n'être plus reconnue par la forêt, le lac, les forces naturelles, par mon territoire, de n'être plus reconnue, d'être méprisée, d'être rejetée. Ce serait mon plus grand malheur. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous rêveriez d'être ou de faire? Alors je ne crois pas aux baguettes magiques, mais bon, si j'en avais une, je pense que j'ouvrirais les yeux de l'humanité pour qu'ils reconnaissent l'amour de la terre, de la nature. Quel est votre mot favori? Alors c'est un mot mapuche qui est formé par 2 mots, kume, mongen, qui veut dire le bien vivre. Est-ce que vous avez un animal totem dans lequel vous pourriez vous réincarner? Une baleine. Pourquoi une baleine? Alors moi je suis aussi d'origine tehuelche, du côté de ma mère. Alors déjà parce que c'est des animaux qui sont magnifiques, les baleines, et qui ont beaucoup d'amour, mais parce que je suis originaire du pueblo tehuelche, également du côté de ma mère. Dans le pueblo tehuelche, on dit que l'origine du monde est née dans l'utérus d'une baleine. Les baleines sont aussi
très très tendres et ont une grande sagesse. Et bienveillante, quelque part. Est-ce que vous avez une cuisine ou un plat favori? J'aime beaucoup la nourriture mexicaine, la gastronomie mexicaine. Mais vous n'avez pas un plat plus typiquement mapuche qui vous plaît ou que vous faites? Curanto, qui est un plat très difficile à cuisiner, qui se cuisine sous la terre. Est-ce qu'il y a une personnalité politique qui vous a inspiré, qui vous inspire dans le présent ou dans le passé? J'aime beaucoup une figure de commandant mapuche, de Toki, qui s'appelait Calfucura Piedra Azul, ça veut dire pierre bleue. Et ce commandant mapuche a dit une phrase qui m'a beaucoup inspirée à l'armée argentine. Quand vous aurez exterminé jusqu'au dernier mapuche, prenez garde au vent, prenez garde aux pumas, prenez garde aux condors, parce que c'est nous. Est-ce qu'il y a une réforme politique qui, selon vous, a vraiment fait avancer la société de manière générale? Alors, je ne crois pas dans les réformes politiques et dans le fait de recycler le système, mais il faut quand même faire des pas. Et à ce propos, j'ai une proposition qui est de changer le système électoral, de représentation électorale, pour améliorer la démocratie. C'est-à-dire de créer un système qui permette une participation directe des organismes et des collectifs des peuples. Si vous étiez un monument, qu'est-ce que vous seriez? Je ne crois pas dans les monuments et je pense que la nature, les animaux, la montagne nous regardent et dans notre anthropocentrisme et à chaque fois qu'on s'octroie un prix, la nature, la montagne, les animaux se moquent de nous et nous disent voilà l'être humain dans son égocentrisme. Et si vous étiez une odeur? Alors c'est la première pluie quand elle mouille la terre, le pétrichor et aussi la fumée. Et je suis fascinée aussi par le crottin des brebis. Est-ce que vous avez une devise, un mantra qui vous sert de guide dans la vie? Alors il y a un mot mapuche que je me répète souvent, Yarpun, qui veut dire traverser la nuit. Et au milieu de toute cette répression qu'on vit, je me dis à chaque fois en me répétant ce mot qu'il y aura une fin à cette lutte et qu'on arrivera à traverser la nuit. Alors une seule fois dans ma vie, j'ai souffert d'amour et je suis allée voir une machi, qui est une guérisseuse, et elle a guéri ma douleur avec des herbes et d'autres éléments. Et elle m'a dit que ce n'était qu'une nuit de douleur, que un jour j'allais me réveiller et j'allais voir le soleil, la nature, et j'allais me rendre compte que ce n'était qu'une nuit, que la douleur avait disparu. Et c'est là que j'ai compris que personne ne meurt d'amour. Dernière question. Quelle est justement la question que vous auriez aimé que je vous pose? Non, ce que je peux dire, c'est que j'aurais aimé grandir dans un territoire mapuche et ne jamais avoir été expulsée du territoire et de ne jamais avoir eu à souffrir tout ça et finalement qu'on ne me pose aucune question. J'ai une amie qui s'appelle Moira et qui est irlandaise. Elle m'a dit, demande-lui d'où vient son prénom. Alors, mes parents attendaient un garçon et ils avaient choisi un nom pour ce garçon. C'était Mauro. Sauf qu'on a été 2 à naître et moi, personne ne m'attendait. Alors, personne n'avait songé à un prénom pour moi. Et donc, mes parents voulaient choisir un prénom qui aille avec celui de mon frère, Mauro. Mais ma mère n'aimait pas le prénom Maura. Et c'est là qu'une infirmière lui a dit appelez-la Moira. Et c'est pour ça que j'ai un prénom irlandais. Moira, c'est aussi le nom de la déesse de la prospérité pour le peuple celtique. Donc, je me suis dit que c'était pas si mal. Absolument. Mille merci, chère Moira Milam. Vraiment. Cette interview était absolument passionnante. Merci beaucoup. C'était une joie de vous rencontrer. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix
en toute liberté. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Agathe Loumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.